Je vais juste commencer par cette diapo pour vous expliquer à quel point, effectivement, j'ai eu quelques difficultés pour organiser cette intervention. Parce qu'en réalité, l'agriculture est très, très concernée par les thématiques de l'eau. Alors, de l'eau, soit il n'y en a pas assez, soit il y en a trop. Et à chaque fois, il y a des thématiques juridiques bien particulières. Vous voyez, quand on fait juste un petit peu ce tour de ce lien entre l'agriculture et l'eau, on voit bien que, effectivement, l'agriculture aujourd'hui est considérée par rapport à ses impacts, en particulier ses impacts sur la qualité de l'eau, soit parce qu'il y a des nitrates, alors en lien avec l'élevage, soit parce que vous avez trop de prélèvements d'eau et c'est en lien avec l'irrigation, mais vous avez également, et si je continue, quand on est dans cette thématique, alors évidemment j'ai toujours dans la tête le lien avec les collectivités, on voit bien qu'en fonction de la situation des terres agricoles par rapport aux collectivités, et plus ces collectivités sont importantes et plus le relationnel, on va dire, est je ne sais plus comment dire en fait, plein de promesses ou tendues, je ne sais pas, ça dépend des endroits, mais en tout cas on voit bien qu'en fonction de ces collectivités, de ces métropoles, tout ce qui concerne la gestion de la qualité de l'eau prend effectivement de l'ampleur. Et puis on a aussi, quand on parle d'eau, alors ça a été cité en introduction, les fameux documents de planification que sont les SDAGE, les SAGE, mais également vous avez des plans de prévention de risques naturels d'inondation. Bref, on parle d'énormément de choses quand on commence à s'intéresser à l'eau en agriculture et plus particulièrement en lien avec les collectivités territoriales. Alors, je vous présente la suite. On voit bien, et ça c'est finalement juste un effet d'annonce parce que c'est ce que je vais vous expliquer juste, voilà, je ne sais plus quand je dois m'arrêter, je crois que c'est tout. Oui, alors attendez, il faut que je revienne en arrière. Hop, est-ce qu'il est possible de revenir en arrière? Voilà. En réalité, le juriste, vous le savez, aime bien l'ordre, aime bien la hiérarchie, et en principe, l'approche juridique se veut cohérente. Quand on voit la réalité des choses, en particulier quand on parle d'eau, on se rend compte qu'appréhender le droit exige à la fois d'appréhender des techniques très traditionnelles que l'on va dénommer des techniques de zonage, sur lesquelles vont s'appliquer des réglementations et des techniques bien particulières. On va parler de droit de préemption en particulier. Donc vous avez à la fois cette technique-là, mais vous avez aussi une autre technique aujourd'hui qui s'appelle la technique de planification. Planification des usages de l'eau grâce ou à cause, ça dépend, de ces SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, et de ces SAGE, schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. En réalité, et même si dans un premier temps, je vais juste commencer par vous énumérer des outils juridiques, puisque la question qui m'est posée, c'est de traiter du renouvellement des instruments classiques des collectivités au service d'enjeux contemporains comme l'eau. Donc je vais commencer par parler de quelques outils avant de vous parler dans une deuxième partie de ce que j'appelle presque une philosophie de l'eau. C'est-à-dire qu'on voit bien, et je vous rappelle que le droit, en réalité, c'est un ensemble d'outils mis à disposition d'une vision, d'une politique. Et on comprend bien aujourd'hui que via les SDAGE et les SAGE, mais surtout les SDAGE, se met en place une philosophie de l'eau, une vision politique de l'eau, qui en réalité conditionne l'utilisation des outils. Voilà comment il faut comprendre ce qui se passe en ce moment. Et les collectivités territoriales sont partie intégrante du processus d'élaboration des documents de planification et sont effectivement à même d'utiliser des outils juridiques particuliers. Donc vous voyez que les deux ensemble font que, en réalité, ces entrants dans le monde agricole ne sont pas prêts d'en sortir. Alors, je commencerai simplement en vous rappelant qu'en matière de compétences, les collectivités territoriales sont d'abord concentrées sur les communes et leurs intercommunalités
Pourquoi ? Parce que, en tout cas, dans le domaine de l'eau, l'eau potable est une compétence exclusive du bloc communal. Il revient à ces communes, en fonction de l'article L 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales, d'assumer cette responsabilité en matière de distribution d'eau potable. Et ceci fait écho au droit à l'eau potable, dont je parlerai dans la deuxième partie, pour chaque citoyen. Il faut comprendre, alors c'est juste aussi des... Comment dire, je vous fais part de choses que je vois sur le territoire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que les communes sont compétentes en matière d'eau potable, il faut y rajouter qu'en réalité, derrière ces communes, on va trouver de multiples établissements, structures, des établissements publics de coopération intercommunale, mais on peut trouver également des établissements publics, industriels et commerciaux qui vont gérer concrètement cette compétence eau. Et si je vous dis que les métropoles, puisque une commune, ça peut être une toute petite commune, mais ça peut être aussi une métropole, comme celle de Lyon, par exemple, qui doit gérer de l'eau pour près de 2 millions de personnes, eh bien, vous vous rendez bien compte que l'action même de ces structures va être particulièrement impactante sur leur territoire. Et on observe, en tout cas j'observe, depuis quelque temps, évidemment, une montée en puissance de ces grandes villes pour maîtriser la qualité de l'eau. Mais la multitude de toutes ces instances a même conduit, en fait, le ministère de l'écologie à proposer une stratégie qu'on appelle la SOCLE, stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau, afin d'aider les collectivités elles-mêmes à se repérer entre elles en fonction des territoires. Et la SOCLE est rattachée au SDAGE. Donc je fais toujours ce lien avec la planification. Alors le lien entre l'eau potable et l'agriculture, il est assez évident, puisque je vous l'ai dit, l'agriculture, elle est envisagée dans le cadre des pollutions diffuses qu'elle va générer et donc les pollutions qu'elle entraîne. Et cette préoccupation à l'égard des pollutions diffuses, donc c'est les phytos, c'est les nitrates, eh bien cette préoccupation, elle a été bien pointée du doigt lors du Grenelle de l'environnement et avec la loi du 3 août 2009 qui, elle, insiste bien sur la nécessité de protéger ces ressources en eau, en particulier par rapport aux nitrates et aux produits phytosanitaires, avec une préoccupation majeure autour des 500 captages les plus menacés situés sur les aires d'alimentation des captages d'eau potable. J'y reviendrai. Et à partir de ce Grenelle de l'environnement, on a vu monter en puissance cette exigence publique de protéger l'eau au nom de la santé publique, accessoirement, en fait, au nom de l'environnement, mais c'est surtout la santé publique qui prédomine, avec des mises en lumière de différents outils. Alors, il y a un outil traditionnel, je vais passer assez rapidement, je pense qu'il est assez connu, celui-là. Il date depuis une loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique. Alors, loi, évidemment, qui a été modifiée depuis, mais l'idée est toujours la même. C'est de considérer qu'il faut, alors c'est le législateur qui considère qu'il faut déclarer d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau qui servent à alimenter la population en eau potable. Et autour de ces, en même temps, que les travaux de prélèvement sont déclarés d'utilité publique, eh bien, il est instauré autour du point de captage des périmètres de protection. Alors, ces périmètres de protection, vous en avez un qui est obligatoire, c'est le périmètre de protection immédiat, et vous en avez un deuxième qui est presque toujours présent, mais dont on peut se passer, c'est un périmètre de protection rapproché. Quant au périmètre éloigné, celui-là reste facultatif. Alors, il faut tout d'abord savoir que ce sont bien les personnes publiques qui sont en charge de l'eau potable, c'est-à-dire les communes en premier lieu, qui sont responsables en fait d'initier cette procédure particulière de désignation des périmètres de captage d'eau potable. Alors sur les périmètres de protection immédiat, c'est-à-dire autour du point de prélèvement, il s'agit là de demander aux collectivités d'acquérir
en fait, ce périmètre de protection. Et là, il faut protéger le point de captage. Donc, ce sont des périmètres qui, généralement, sont assez limités. Et puis, vous avez les périmètres de protection rapprochés. Et là, ce sont des périmètres un petit peu plus larges, puisque là, il faut protéger le captage des infiltrations souterraines de substances nocives pour la qualité de l'eau. Sur ce périmètre rapproché, vous avez des servitudes qui peuvent être mises en place, des servitudes qui vont interdire tous les travaux, activités évidemment les plus préjudiciables à la qualité de l'eau, et on constate très régulièrement l'interdiction de traitements phytosanitaires, des épandages et même des élevages, quand ils sont même des élevages en plein air, même quand ils sont bio. Et là, on constate que les communes peuvent décider de se rendre propriétaires, en fait, de terrains agricoles qui sont situés dans ce périmètre. Elles peuvent décider également de préempter, c'est-à-dire passer par la préemption pour acquérir ces terres agricoles. Elles peuvent aussi le faire de façon amiable. Mais le droit de préemption, c'est un droit de préemption urbain qui a été instauré là par l'article 1321-2, qui précise bien que dans ces périmètres de protection rapprochés, de prélèvement d'eau, les communes peuvent instaurer un droit de préemption urbain. Et ce droit de préemption peut d'ailleurs être établi sans pluie, exactement. Alors, le droit de préemption des affaires est toujours possible sur ces périmètres, mais il s'efface devant ce droit de préemption particulier des collectivités publiques. Et une fois que les terrains sont acquis, eh bien, ces collectivités publiques vont pouvoir décider d'inclure des clauses environnementales dans les baux ruraux, c'est-à-dire qu'elles peuvent effectivement décider de louer les terres ou bien d'instaurer ou d'intégrer dans les contrats, les baux ruraux déjà en vigueur, des clauses environnementales avec comme finalité exclusive la préservation de la qualité de l'eau. Donc on voit bien que sur ces périmètres rapprochés, on a la possibilité d'orienter très précisément l'activité agricole afin de protéger la qualité de l'eau. Et je précise simplement qu'il n'est pas indiqué que cet objectif doit se concilier avec l'objectif économique de pérennité des activités agricole, c'est-à-dire que là, on met l'agriculture, l'activité agricole au service d'une finalité strictement protection de la qualité de l'eau. Deuxième exemple de droit de préemption, c'est un droit de préemption qui est nouveau en réalité et qui concerne les aires d'alimentation de captage d'eau potable dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cadre de la loi Grenelle. Et vous voyez que les AAC sont en réalité des zones beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges que ces périmètres de protection des captages d'eau potable. Et sur ces AAC, alors j'ai vécu ça de très près en faisant le Grenelle de l'environnement, on a eu un problème d'abord de définition. La définition de ces AAC n'est intervenue qu'en 2021, avec un article R211-110 du Code rural qui vous donne une définition, mais retenez simplement que c'est une surface beaucoup plus large que les périmètres de protection des captages d'eau potable. Et on a cet objectif premier, je vous le rappelle, sur ces AAC, de lutter contre les pollutions diffuses, nitrates, pesticides. Et la loi de 2019, loi du 27 décembre 2019, relative à l'engagement de la vie locale et à la proximité de l'action publique, a instauré un nouveau droit de préemption, précisément, sur les AAC. Vous trouvez ce droit de préemption dans le Code de l'urbanisme, pas dans le Code rural. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Je vous parle très peu du Code rural. En fait, ces thématiques-là, ces thématiques eau potable, se situent en dehors du Code rural. Et là, on voit bien que dans le cadre de ces articles L218-1 et suivants du Code de l'urbanisme, ce droit de préemption qui est instauré en faveur des communes l'est afin de protéger les ressources en eau. Sachez que le monde agricole, la FNSEA en tête, était particulièrement opposé à la mise en place de ce droit de préemption nouveau
qui va concerner évidemment des superficies beaucoup plus importantes, en précisant bien qu'il existait déjà les périmètres de protection de captage d'eau potable et que ensuite, parce que ces AAC sont beaucoup plus vastes, cela allait impacter plus de terres agricoles. Et il faut bien retenir que, effectivement, il revient aux communes de faire la demande au préfet, eh bien, d'instaurer ce droit de préemption afin de protéger la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption qui est mis en place en faveur de ces communes, alors c'est ça qui est étonnant, c'est renvoie en fait aux articles propres au droit de préemption des SAFER. Voilà. Donc, mais malgré tout, ça reste dans ce code de l'urbanisme. Et une fois, en fait, que les biens sont acquis par la commune via ce droit de préemption, eh bien, elles vont être gérées, ces terres, conformément aux exigences de l'article L218-13 du code de l'urbanisme. Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue d'une exploitation agricole. Celle-ci doit être compatible avec l'objectif de préservation de la ressource en eau. Et là, on a de nouveau un renvoi au code rural et à l'inclusion de clauses environnementales dans les baux ruraux. Il est également indiqué que les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées à la condition que l'acquéreur consente à la signature d'un contrat portant obligation réelle environnementale. Donc soit vous louez un agriculteur, soit vous transférez à des personnes qui vont accepter des obligations réelles environnementales. Et ce droit de préemption va primer sur celui des SAFER, mais pas sur celui du fermier qui est en place depuis au moins 3 ans. Mais vous voyez bien que ce droit de préemption crante en réalité dans ses ambitions, on va dire, territoriales, et c'est quelque chose qui inquiète énormément le monde agricole aujourd'hui, c'est-à-dire cette volonté de passer par le foncier pour transformer les modes de production, et je le répète, sans préoccupation économique, de débouchés, de filières, de pérennité économique et sociale. Autre exemple de droit de préemption, et je pense que je vais le citer parce que je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé ni à quelle heure je dois finir, parce que je n'ai pas de signal du président de séance. 5 minutes, très bien. J'ai un droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte avec création d'un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière que l'on appelle le BREAC. L'idée, c'est de renaturer en fait les terrains qui vont être concernés par le recul du trait de côte. Alors, c'est un dispositif qui a été mis en place par la loi climat du 22 août 2021, qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait achevé dans sa construction juridique et pas tout à fait achevé dans son utilisation, bien entendu. Là, on se reporte encore au Code de l'urbanisme, L219-1 et suivant du Code de l'urbanisme, pour nous dire que dans des communes bien identifiées par décret, il est institué un droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de cet article. Alors, le droit de préemption, qui est donc affecté aux communes concernées par ce recul du trait de côte, en fait, c'est un outil foncier, j'ai envie de dire, de prévention pour l'avenir, puisqu'il est institué afin d'anticiper au maximum la montée des eaux. Et on a comme ça un dispositif qui est mis en place, donc un droit de préemption qui peut être mis en place en fait sur des zones pour 30 ans, voire pour 100 ans. Et sur ces zones, quand le droit de préemption est exercé, quand des terrains, alors c'est du bâti, du non bâti, bien entendu, sont acquis de cette façon, la personne publique en devient propriétaire et elle assure ou elle fait assurer
une gestion de ces biens au regard de l'évolution prévisible du trait de côte, et elle procède à la renaturation de ces biens. Et c'est là où on commence à voir que là, c'est l'influence évidemment du Code de l'environnement avec cette notion de renaturation des biens, ce qui veut dire que potentiellement vous allez détruire tous les bâtiments existants. S'il existe, vous allez dépolluer, mais vous allez rendre les terres à la nature. Et une fois que les communes ont acquis donc ces terres via ce droit de préemption, elles peuvent tout à fait, si vous voulez, en prévoir la gestion pendant donc jusqu'à 99 ans, grâce à un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière. Et ce bail réel lui-même va permettre à la personne qui va en profiter finalement de sous-louer les terres, là encore pendant un temps long. En fait, ça permet aux collectivités d'avoir tout de même un bénéfice financier de gestion de ces terres que l'on considère comme étant condamnées. Et on se rend compte que la montée des eaux n'est pas anecdotique. Et je ne parle pas des crues, je parle simplement du changement climatique. Et on se rend compte qu'en France actuellement, sur les littoraux, se pose la question de la gestion de ces terres, agricoles en particulier, qui sont appelées à disparaître en raison de la montée des eaux. Et je dois vous avouer que j'accompagne des agriculteurs désespérés aujourd'hui parce que gérer sur le long terme, c'est bien. Mais oublier les générations futures, c'est un vrai problème. Parce que les agriculteurs qui sont encore présents, en réalité, ce qui se passe concrètement, c'est que les... Alors, je vais pas dire on, parce que on ne sait jamais très bien qui c'est, mais en tout cas, les instances publiques qui gèrent le littoral, que ce soit les collectivités, mais que ce soit les conservatoires du littoral, qui sont là pour gérer en particulier les digues, s'arrangent aujourd'hui pour ne pas vraiment toutes les entretenir et pour permettre l'infiltration des eaux salées sur des terres agricoles exploitées. Et la salinisation des terres agricoles, en réalité, aujourd'hui, en 2025, fait que ces terres sont de toute façon déjà condamnées parce que, vous savez, les Mésopotamiens, ils ont aussi perdu leur civilisation parce que l'eau d'irrigation était salée. Et bien là, c'est ce qui est en train de s'organiser. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'indemnisation prévue. Je terminerai, alors évidemment c'est beaucoup trop tout ce que je raconte, je terminerai aussi en vous disant que, enfin deux choses, là ça c'est du droit dur, on va parler de droit dur, mais moi je suis face à d'autres types de droits. J'ai d'abord le droit économique. Ce droit économique qui permet aux collectivités territoriales de financer beaucoup de choses. Et là, en réalité, c'est impossible d'appréhender tout ce qui est financé via ces collectivités. Et là, on peut parler des régions, on peut parler des départements et finalement pas tant des communes. Vous savez que la PAC, depuis 2014, elle est cofinancée, co-organisée avec les conseils régionaux par rapport à son second pilier. Et ce second pilier de la PAC en particulier, qui concerne les mesures dites non surfaciques, va également gérer les aides attribuées à la construction d'ouvrages que l'on appelle les retenues d'eau. Et ces retenues d'eau, en fonction des régions, elles vont avoir un taux de financement différencié. Mais ce que l'on constate, c'est que toutes ces retenues d'eau, tous ces financements, cofinancements, sont accompagnés de conditionnalités. Et ces conditionnalités agroécologiques font qu'en réalité, quand les agriculteurs acceptent ces aides pour construire leurs retenues d'eau, ils acceptent aussi de modifier en fait leurs pratiques agricoles pour moins utiliser de phyto, d'engrais, pour, là encore, protéger la ressource en eau. Cette conditionnalité des aides, on commence à en voir un petit peu l'écriture dans le droit dur, dans le projet de loi contre les entraves au métier de l'agriculteur, adopté il y a 2 jours au Sénat. Enfin, vous avez tout ce que l'on peut appeler le droit mou, c'est-à-dire tous ces protocoles que vous trouvez partout sur le territoire. Il y en a des fameux, le protocole du Clin en particulier, où les collectivités locales, les métropoles en particulier, eh bien, vont s'exprimer pour demander des modifications des pratiques agricoles pour préserver la ressource en eau. Et là, vous êtes face à ce que j'appelle, moi, du droit mou, c'est-à-dire que peu importe la réalité juridique de ces textes, ce qui compte, c'est que les gens qui les appliquent soient convaincus
que ces textes sont leurs lois locales. Et j'en arriverai à la conclusion, parce que la deuxième partie, j'ai pas le temps de la faire, mais c'est pas très grave, c'est de vous dire qu'en réalité, via la thématique de l'eau, ce lien avec les collectivités territoriales et l'agriculture, moi j'en arrive à me dire que aujourd'hui, ce ne sont pas tant les textes de droit dur qui m'intéressent et qui ont des impacts sur l'évolution de l'activité agricole, parce que l'expression du droit de préemption, il n'est pas, c'est pas souvent mis en place. C'est en réalité tous ces textes de droit mou qui font qu'au final, localement, il y a des dynamiques territoriales qui se mettent en place pour modifier en fait les pratiques agricoles. Et ça, le juriste a bien du mal à tout appréhender. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la présence de ces collectivités, elle va être de plus en plus forte parce qu'il y a une directive européenne sur l'eau potable que l'on doit transposer, évidemment, 2022, transposition 2023, et qui va emporter des obligations supplémentaires aussi parce que l'alimentation en eau pour les populations du futur devient une obligation encore plus forte dans le cadre de l'écriture des SDAGE. C'est ce que vous avez juste là. Voilà. Merci. Merci, Carole.